Monsieur le gouverneur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, l'Académie, c'est la première fois que nous avons le plaisir et l'honneur de vous recevoir. Nous sommes en janvier 2014. Donc, c'est la période des vœux. Et moi, je formerais plutôt le vœu que vous nous expliquiez l'économie, la macroéconomie, et en particulier depuis la séquence de la crise de 2008 et alentour. Il y a eu plusieurs étapes. Où en sommes-nous aujourd'hui? Comment voyez-vous, au fond, l'évolution depuis cette date à aujourd'hui de l'économie? De quelle manière caractériseriez-vous la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Et puis, je vous poserai ensuite une autre question sur le cas particulier de la France. C'est une question évidemment qui est très importante. D'abord, il faut observer que nous avons vécu depuis 2007 la pire crise financière des pays avancés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et la pire crise de loin. Et que, à mon avis, cette crise aurait été pire que toutes les crises depuis la Première Guerre mondiale si des décisions courageuses et très importantes n'avaient été prises par les banques centrales et par les gouvernements. Donc le contexte est celui d'une crise absolument gravissime qui a frappé les pays avancés, un peu comme il y avait eu auparavant dans les années 80 la crise des pays d'Amérique latine, dans les années 80-90 la crise de l'ensemble des pays en difficulté dans anciennement communiste, et à la fin des années 90, la crise des pays asiatiques. Donc là, on est dans la crise des pays avancés. Alors, pour moi, il y a eu 3 épisodes dans cette crise. Un premier épisode qui va d'août 2007 au 15 septembre 2008, qui est un épisode de turbulence financière créé par la crise financière des subprimes aux États-Unis. Et c'est une période difficile à gérer, avec énormément de fluctuations, de turbulences, et une réappréciation générale des risques dans l'économie financière mondiale, à vrai dire dans l'économie financière des pays avancés, mais évidemment avec un aspect mondial. Cette période est une période relativement courte, donc vous voyez, un peu plus d'1 an, qui se termine avec le dépôt de bilan de Lehman Brothers. Alors là, nous avons une menace grave et immédiate d'effondrement du système financier bancaire, de l'ensemble des pays avancés. Toutes les institutions financières sont menacées et on a un château de cartes qui est en train de s'écrouler après le dépôt de bilan de Lehman Brothers, qui venait lui-même après des problèmes chez Bear Stearns, avec une reprise, et des problèmes chez Freddie Mac et Fannie Mae aux États-Unis. Et nous entrons dans un épisode absolument tragique qui lui-même, si vous voulez, met en cause la totalité des pays avancés et qui appelle des contre-mesures très importantes sur lesquelles on peut revenir. Cette période va jusqu'à la fin de l'année 2009. Donc c'est à nouveau une période, disons, de 5 trimestres. C'est alors que commence le 3e épisode de la crise mondiale des pays avancés, l'épisode qui met en cause non plus les signatures privées, financières et autres d'ailleurs, mais les signatures publiques, les signatures des pays et leur politique budgétaire considérées comme n'étant pas soutenables à long terme. Ce qu'il faut bien noter, c'est que dans les 2 premiers épisodes que j'ai évoqués, les turbulences financières, la menace grave et immédiate d'effondrement du système, nous avons clairement un épicentre de la crise aux États-Unis. 2 premiers épisodes, les subprimes, Lehman Brothers. Le 3e épisode fait que l'épicentre de la crise mondiale des pays avancés traverse l'Atlantique et que l'épicentre de la crise se retrouve alors dans l'Europe et dans la zone euro. Et donc ça fait une grosse différence. D'ailleurs, nous nous rencontrions évidemment très très fréquemment avec Ben Bernanke pour discuter de l'économie mondiale et de son fonctionnement. Et pour résumer ce passage en quelque sorte de l'épicentre de la crise
de l'Amérique à l'Europe, je ne peux faire mieux référence qu'à ce qu'il me disait en me disant, en pointant son doigt sur moi, maintenant Jean-Claude, c'est ton tour. C'est à vous la patate chaude. Exactement. Il voulait dire, nous avons eu jusqu'à présent les difficultés liées à la gestion de l'épicentre de la crise mondiale, c'est maintenant le tour de l'Europe, donc ton tour. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces crises que j'évoque avec ces épisodes sont toujours des crises mondiales. Ce n'est pas parce que l'épicentre de la crise était aux États-Unis que nous n'étions pas concernés. Bien sûr. D'ailleurs, la Banque centrale européenne a été la première banque centrale du monde, en août 2007, à prendre les premières mesures non standards. Les mesures qui ont, en particulier, conduit la Banque centrale à donner de la liquidité, naturellement moyennant garantie, mais sans limite à taux fixe, ce qui était un nouveau concept que nous avons utilisé donc, dès le 9 août 2007. De la même manière, je crois qu'on peut dire que la crise des risques souverains, la crise des signatures des pays qui a marqué donc le troisième épisode de la crise, reste une crise mondiale. Bien sûr. Ce n'est pas parce que l'épicentre est en Europe qu'il n'y a pas des problèmes budgétaires, des problèmes de soutenabilité budgétaire, des problèmes de soutenabilité des signatures, de la qualité des signatures au Japon ou aux États-Unis. Mais nous avons l'épicentre en Europe et bien entendu, depuis le début de l'année 2010, nous sommes dans une situation où nous avons à prendre toutes les responsabilités d'un ensemble de pays, d'un continent qui est l'épicentre de la crise mondiale, laquelle, heureusement, s'est considérablement allégée en ce qui concerne la menace de matérialisation de risques catastrophiques, mais qui demeure néanmoins, bien sûr, un sérieux problème en Europe, où nous avons amélioré beaucoup et devons continuer d'améliorer la gouvernance budgétaire, économique, financière des pays européens, mais aussi dans les autres pays où le problème budgétaire, le problème de la soutenabilité du budget est un problème important, comme chacun sait, bien sûr, surtout au Japon, mais aussi aux États-Unis. Mais alors, monsieur le gouverneur, la réduction de la dette publique, je n'en connais pas le détail pour les principaux pays européens, mais en France, elle reste toujours à un niveau extrêmement élevé. La charge de la dette reste le premier poste budgétaire. Comment voyez-vous les choses? Est-ce que l'inflexion qui semble être prise par les autorités politiques en France depuis quelques jours vous paraît de bon aloi, en particulier sur l'idée de réduire la dette? Je crois qu'il y a vraiment deux problèmes. Il y a le problème de la gouvernance de l'ensemble des pays avancés, premier problème. Deuxième problème, le problème de la gouvernance de la zone euro, zone à monnaie unique avec un grand nombre de pays souverains. Maintenant, vous savez que nous sommes 18. Alors ça, c'est un autre problème qui est d'une importance considérable. Et puis il y a le problème de chaque pays spécifiquement, y compris le problème français spécifique. Pour résumer, au niveau mondial, nous devons améliorer de manière extrêmement significative les règles de prudence, l'ensemble des règles financières qui doivent éviter que ne redémarre une crise aussi grave que celle que nous venons de connaître dans les deux premiers épisodes que j'ai évoqués. Là, c'est un travail très important. On est au milieu du gué. On a fait déjà beaucoup de choses, notamment pour renforcer les règles de prudence, les exigences en capital et beaucoup d'autres points, les ratios de liquidité pour les banques commerciales. Reste beaucoup à faire dans un certain nombre de domaines, à mon avis, y compris d'ailleurs dans le domaine des règles comptables, pour que l'on puisse avoir une très bonne harmonisation mondiale des règles comptables, ce qui n'est pas encore le cas, comme vous savez. Tout à fait. Deuxième question, la gouvernance de l'Europe. Alors là, on est dans des problèmes de gouvernance économique, budgétaire, économique, financière. On a une monnaie unique, il faut en tirer toutes les conséquences, et notamment renforcer le pacte de stabilité et de croissance. Ce qui a été décidé doit être appliqué, à mon avis, rigoureusement. On a créé un pilier de gouvernance qui suit les indicateurs de compétitivité, les coûts unitaires de production, les déséquilibres externes. Et là, c'est un élément extrêmement important que j'ai toujours considéré moi-même comme étant aussi important que le pacte de stabilité et de croissance, le suivi de la compétitivité des divers membres de la zone euro. Et puis on a l'union bancaire qui est un autre très grand chantier. Voilà
disons, en résumant au maximum, les 3 dimensions d'amélioration de la gouvernance dans la zone euro. C'est essentiel parce que c'est de notre faute si nous avons été l'épicentre de la crise mondiale dans son 3e épisode. C'est de notre faute. Et donc, nous ne devons pas tolérer d'être à nouveau, disons, le point faible du dispositif mondial dès lors qu'il s'agit de signatures publiques. Et puis nous avons alors donc un troisième problème, qui est celui de notre pays, enfin de chaque pays, bien entendu, qui a son propre travail à faire. Il n'y a pas un seul pays qui peut dire « je suis dans une situation merveilleuse, ma croissance est satisfaisante et je n'ai plus aucun chômage ». Tous les pays européens ont du travail à faire. Dans notre pays, je dirais, il y a 3 dimensions qui sont des faiblesses qu'il faut corriger, je dirais qu'il faut absolument corriger. Il y a une première faiblesse qui est précisément la situation des finances publiques. Nous avons essentiellement des dépenses publiques en proportion du produit intérieur brut qui sont nettement trop élevées. Ouais. Selon les statistiques de l'OCDE, nous sommes dans la situation des plus gros dépensiers en proportion du produit intérieur brut de l'Union européenne avec nos amis danois. Et dans la zone euro, nous sommes les plus gros dépensiers en proportion du produit intérieur brut. Beaucoup de gens à Paris vous diront c'est dans les chromosomes français. Ce n'est absolument pas dans le DNA, dans les chromosomes français. En 1974, 73, 74, au moment du premier choc pétrolier, nos dépenses publiques en proportion du PIB étaient inférieures à celles des Allemands et inférieures à celles des Anglais. Ah ouais. Donc au sein des grands pays européens, nous dépensions moins que les autres. Donc il ne faut absolument pas dire que c'est immémorial. Non, c'est l'accumulation d'un certain nombre de décisions prises par notre société. Les diverses sensibilités y ont toutes contribué, mais la société tout entière s'est engagée dans une voie qui clairement n'est pas bonne. Et d'autres pays qui avaient ce problème l'ont corrigé. Quand je prends évidemment l'exemple que l'on cite le plus souvent, c'est l'exemple de la Suède, qui a réussi, sur moyenne période, naturellement, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, mais à diminuer très substantiellement ses dépenses publiques en proportion du PIB de l'ordre de 10 points. Elle a gagné 10 points. C'est énorme, c'est possible, c'est énorme. Ça demande des décisions évidemment difficiles, courageuses, mais c'est aller dans le bon sens que d'aller dans ce sens-là. Et je crois que le consensus maintenant existe dans notre pays. Deuxième élément qui est, je crois, extrêmement important également, la rigidité de l'économie. Nous sommes dans une économie qui est parmi les plus rigides au sein des pays avancés. C'est ce que montre l'OCDE, c'est ce que montre le FMI, c'est ce que montre l'ensemble des observateurs. C'est aussi ce que disent les praticiens de l'économie, les différents agents économiques. Et ça, c'est vrai dans beaucoup, beaucoup de domaines, pas seulement le marché du travail, qui est un exemple, mais un exemple majeur, mais parmi d'autres. Donc nous avons là des règles qui entravent la croissance, qui entravent la création d'emplois, qui ne sont pas optimales et qui sont particulièrement malvenues quand on est, comme le sont tous les pays avancés, dans une situation où les pays émergents sont en train eux-mêmes de prendre beaucoup de positions nouvelles. Donc si l'on veut maintenir notre niveau de vie, si l'on veut maintenir notre prospérité et notre emploi, il faut être prêt à changer. Il faut être prêt à se reconcentrer sur les domaines dans lesquels nous avons un avantage, nous-mêmes, dans la division internationale du travail. Certains pays n'ont aucun chômage, non pas en Europe. D'ailleurs, la Suisse est un exemple. Oui. Elle a un excédent dans sa balance des paiements avec la Chine et elle n'a pas de chômage. Et elle a un très grand nombre d'immigrés chez elle, comme vous savez. Les Suisses s'adaptent rapidement à toutes les situations nouvelles et ils en tirent un grand profit, évidemment, pour leur peuple, et en termes d'emploi et en termes de niveau de vie. C'est un exemple, je pourrais en citer d'autres, naturellement. Et puis il y a un troisième point qui est également très important, qui est la dimension compétitivité-coût. Vous voyez, il y a le poids des dépenses publiques, l'inflexibilité de l'économie et la compétitivité, tout simplement, des entreprises en termes de coûts unitaires de production. Et là, alors, effectivement, le paradoxe est que nous avions, je crois, une bonne stratégie dans les années 80 et 90, après le grand tournant des années 82-83. Oui. Et puis ensuite, alors, il y a eu un consensus multipartisan
pour que la France soit très attentive à ses coûts. Ouais. Modération des coûts, modération des revenus et amélioration de la compétitivité de l'économie. Ce qui fait qu'au terme de cette période, quand a commencé l'euro, nous avions un excédent de la balance des paiements courants, nous-mêmes, un chômage qui allait plutôt en diminuant. Les Allemands avaient un déficit de la balance des paiements courants et un chômage considérable. Voilà la position comparée de la France et de l'Allemagne au démarrage de la zone euro. Nous sommes dans une bonne position et les Allemands sont dans une mauvaise position. Le paradoxe, c'est qu'après avoir mené à peu près 15 à 17 ans de stratégie de désinflation compétitive, c'était le terme qu'on avait donné à cette stratégie française multipartisane et continuée année après année. C'est très important d'être continu année après année parce que vous ne pouvez pas changer les choses d'un coup de baguette magique. Vous regagnez votre compétitivité année après année. Regagner 1 point de compétitivité sur la moyenne, par exemple, des Européens année après année, c'est remarquable. C'est énorme. Et au bout de 10 ans, ça fait 10 Bien points. sûr. Et 10 points, c'est considérable. Alors le paradoxe, c'est que quand on a eu l'euro, la société française ne s'est pas rendue compte que, bien entendu, il fallait poursuivre cette politique. On avait encore un chômage de masse, on avait encore des problèmes de compétitivité, il fallait continuer. Ce n'est pas parce qu'on était meilleur que les Allemands à cette époque. Les Allemands, eux, avaient eu la réunification, ils étaient dans une mauvaise situation. Le paradoxe, c'est que nous, on a arrêté d'avoir cette ardente obligation de préserver, renforcer la compétitivité coût du pays, et que les Allemands ont, eux, commencé la stratégie précisément de maîtrise des coûts, de modération des revenus, des coûts, des salaires dans leur économie. Au moment où on a créé l'euro. où la monnaie unique Au moment où la monnaie unique n'autorisait plus les dévaluations dites compétitives. Oui, mais on peut dire que la France était dans une situation de monnaie unique depuis janvier 87. Dernier réalignement entre le franc et le mark, janvier 87. Donc il faut bien comprendre que lorsqu'on a commencé la monnaie unique en janvier 99, on était déjà depuis 12 ans dans une monnaie unique, puisqu'on avait pris l'engagement solennel de ne pas réaligner notre monnaie. Ce qui était d'ailleurs un élément essentiel de la propédeutique vers l'euro. Donc il faut bien voir que s'agissant du franc et du mark, cela fait 27 ans que nous sommes en monnaie unique, de facto ou de jure. Même cours entre le franc et le mark depuis janvier 87 jusqu'au moment de la fusion en janvier 99. 12 ans de mécanisme de change sans réalignement et avec l'engagement politique solennel, bipartisan, de ne pas réévaluer, de ne pas réaligner, d'évaluer ou réévaluer, de ne pas changer, et 15 ans de monnaie unique depuis le 1er janvier 99. Donc 15 plus 12, 27. Plus d'un quart de siècle. Donc les Allemands, eux, ont mené une stratégie considérant qu'ils étaient non compétitifs et qu'il fallait qu'ils regagnent leur compétitivité. Et ils ont regagné, alors les calculs diffèrent selon les analystes, mais en gros, en termes de coût unitaire de production, c'est-à-dire le mélange d'augmentation de salaire et de progrès de productivité, ils ont gagné sur nous 18%. Alors, ils avaient probablement 8% de retard et ils ont gagné 10% d'avance. Nous sommes, nous, maintenant, dans la situation où ils étaient au moment du début de l'euro. L'expérience a montré qu'il n'est pas impossible de corriger ce genre. La preuve, c'est que nous l'avions fait dans les années 80 et 90 et qu'eux viennent de le faire. Mais bien entendu, il faut être conscient de ça et savoir qu'il n'y a pas simplement des coups de talon à donner au fond de la piscine, comme le sont, si vous voulez, les décisions qui ont été prises en France il y a 1 an à peu près, et puis les nouvelles orientations qui sont données, qui visent précisément à donner un sursaut, disons, de compétitivité. Mais ensuite, il faut, tant qu'il y a du chômage de masse, et dans la mesure où l'objectif central, c'est d'éliminer le chômage de masse, et d'éliminer en particulier le chômage des jeunes, et d'éliminer le chômage des jeunes non qualifiés. Bref, c'est un immense chantier. Il n'y a pas évidemment
que le problème de la compétitivité derrière. Il y a des tas de réformes structurelles à faire, d'éducation, de formation. Mais au total, c'est quand même un point absolument essentiel. Et l'histoire de la France et l'histoire de l'Allemagne le confirment, si vous voulez, sur une période d'un quart de siècle. Alors justement, la question qui vient tout de suite à l'esprit, je rappelle tout ça pratiquement fin janvier 2014, quelle est votre analyse? Bon, le président de la République a fait des annonces que beaucoup ont considéré être un tournant dans sa politique et dans sa vision de la France dans les années qui viennent. En particulier, il a mis sur la table devant le patronat clairement un pacte de responsabilité avec 3 chiffres clés, le CICE 20 milliards, mais c'est déjà fait, plus 10 milliards à négocier dans les modalités, donc ça fait 30 milliards. Est-ce que ça vous paraît... Alors on n'a aucune vision sur la réduction des dépenses qui semble aussi être sur la table, mais restons à ce qui est concret, le pacte de responsabilité, est-ce que ça vous paraît de nature à faire repartir la machine dans le cas d'un cercle vertueux, dirais-je? Je crois d'abord qu'il faut bien distinguer la conjoncture des problèmes structurels que nous avons. Nous avons trop de dépenses publiques, on ne règle pas le problème en 1 minute. Mais on peut le faire sur une moyenne période, et la Suède l'a montré, on peut gagner 10 points de dépenses publiques en proportion du PIB, si on est déterminé, et si on est très courageux, bien sûr. Ouais. Et s'il y a le soutien du pays, comprenant qu'il est dans une impasse en termes de chômage, s'il ne va pas dans cette direction. Même chose pour les réformes structurelles. Dans ce domaine aussi, je dois dire, il me semble qu'il y a un consensus émergent pour penser qu'on est réellement entravé par des règles qui sont innombrables et qu'il faut alléger considérablement. Mais là aussi, il faut voir ce qu'on fait réellement, concrètement. Quelles sont les décisions qui sont prises. Et il y a eu un certain nombre de décisions ont été prises il y a un certain temps dans le domaine du marché du travail. Il faut évidemment aller beaucoup plus loin. Et puis, nous avons le problème des coûts. Alors là, effectivement, la reconnaissance du fait que nous avions un problème considérable de compétitivité coût, que les marges des entreprises étaient extrêmement basses. En Europe de la zone euro, nous sommes au niveau le plus bas par rapport à nos grands compétiteurs. Il y a 10-12 points de différence. Il y a une énorme différence. Et qui s'explique par le fait que les coûts ont augmenté beaucoup en France par rapport aux coûts dans les autres, enfin particulièrement en Allemagne, mais aussi dans les autres pays. Et donc là aussi, il faut à la fois faire des choses concrètes, immédiates, de manière à marquer qu'il y a un changement. C'est important, je crois, en termes de confiance notamment, parce que ça donne confiance dans la stratégie. Mais la stratégie est forcément une stratégie de moyen terme, qui doit se poursuivre sur de longues années. 17 ans en France avant l'euro, 15 ans en Allemagne depuis l'euro. Donc il faut, à vrai dire, le résumé que je ferai, constance, détermination, décision, pas simplement orientation théorique, mais décision, et puis constatation par l'ensemble des agents économiques. Constatation tout simplement par nos clients mondiaux que le rapport qualité-prix des produits fabriqués en France est de plus en plus compétitif. Quand nous étions compétitifs et que les Allemands n'étaient pas, c'était hier, c'était au début de l'euro, on vendait des Renault comme des petits pains en Allemagne. Comme des petits pains. Pourquoi ? Parce que le rapport qualité-prix était très bon. Maintenant, je vois plutôt des voitures allemandes se vendre comme des petits pains en France, tout simplement parce que le rapport qualité-prix est bon. Dans le monde d'aujourd'hui, si l'on veut de l'emploi et de la croissance, il faut, séduire les consommateurs mondiaux, européens et aussi français, bien sûr, pour qu'ils vous achètent le meilleur produit au meilleur prix. Et puis séduire les investisseurs pour qu'ils considèrent qu'en France, on peut fabriquer ces produits français, entre guillemets, et pas à l'étranger. Et là aussi, ça veut dire gagner de l'argent en France et pas en perdre en France. Ce qui suppose d'avoir fait de très importants progrès, progressifs naturellement, dans les frais généraux du pays qui doivent diminuer, dans la gestion des entreprises qui doit être beaucoup plus souple qu'elle ne l'est actuellement, et bien entendu aussi dans les coûts, au total, les coûts unitaires de production dont on parlait. C'est comme ça que l'Allemagne a regagné de manière visible
sa compétitivité et qu'elle a un succès en matière de chômage. Je disais qu'aucun pays n'était au plein emploi, mais enfin, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas sont très proches du plein emploi. Il y a des pays qui, avec la même politique monétaire que nous, avec le même environnement mondial que nous, avec la même technologie à laquelle tout le monde peut avoir accès, ont pratiquement vaincu le chômage de masse. Et nous avons du chômage de masse depuis le premier choc pétrolier auquel je me référais, 73-74. À vous entendre, je dirais, nous n'y sommes pas dans cette direction de rigueur. C'est à vous de juger. Ça, c'est ma conviction absolue. Je dirais que quelques décisions ont été prises. Oui. Dans chacune de ces trois dimensions, des orientations ont été dites. Le problème, c'est qu'elles s'incarnent, que l'on mette en œuvre de manière résolue, non pas simplement immédiatement, mais dans une perspective de moyen-long terme, ces orientations qui sont celles qui marchent, clairement, bien sûr. Et qui, encore une fois, à mon avis, doivent être largement multipartisanes. C'était le cas de la désinflation compétitive. Elle était multipartisane, bipartisane. En Allemagne, la stratégie qui a été menée depuis l'euro est une stratégie chrétien-démocrate, social-démocrate. Clairement. C'est essentiel, à mon avis, parce que c'est un mouvement de toute la société qui doit lui permettre de lutter contre le chômage et d'arriver à vaincre le chômage. À suivre, on vous invite dans un an, monsieur le gouverneur. Merci beaucoup. Merci.